manager. Et quant à moi, je suis Emmanuel Altit, conseiller du président Gbagbo, avocat au barreau de Paris. Je vous remercie. Merci. Je me tourne maintenant vers le greffe. Madame Arbia. Madame la Présidente, Madame le juge. Bonjour. Pour le greffe, Sylvana Arbia, greffier. Avec moi, il y a Cyril Laucci, conseiller juridique, et Peter Van Averpeke, coordinateur juridique. Merci. Merci, Madame Arbia. Maintenant, je voudrais m'adresser à Monsieur Gbagbo et lui demander de bien vouloir se présenter. Je vous prie, monsieur, de vous lever et je vous invite à nous dire quel est votre nom, ainsi que vos dates et lieux de naissance et votre profession actuelle. Et allumez votre microphone, s'il vous plaît. Le microphone. Bonjour, Madame la Présidente. Je vous remercie de me donner la parole. Je m'appelle Laurent Gbagbo. Je vois ici Laurent Koudou Gbagbo. Koudou, c'est aussi mon nom. Mais officiellement, sur les papiers, c'est Laurent Gbagbo. Voilà. Mais Koudou, c'est aussi mon nom. Hein. Donc, l'affaire indique bien qu'il s'agit de moi. Je vous remercie. Et il nous faut aussi connaître votre date et lieu de naissance, ainsi que votre profession, monsieur. Je suis né le 30 mai 1945 à Gagnoa, en République de Côte d'Ivoire. Gagnoa, G-A-G-N-O-A, en République de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Et bien sûr, je constate que vous parlez le français, vous le comprenez parfaitement. Oui, je ne parle que français. C'est votre langue maternelle. Malheureusement. C'est votre langue maternelle, j'imagine. Oui. Ok, merci beaucoup, monsieur. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Je crois qu'il est utile, avant de commencer, de clarifier la nature et la portée de cette audience. Il est important de rappeler qu'il ne s'agit pas aujourd'hui d'un procès ni d'une audience de confirmation des charges. Aucun élément de preuve ne sera recueilli ni présenté. Il n'y aura pas non plus de questions touchant à la culpabilité ou à l'innocence de M. Gbagbo. La portée de cette comparution initiale est limitée à 3 questions conformément à l'article 60, paragraphe 1 du statut de Rome et la règle 121, paragraphe 1 du règlement des procédures et des preuves qui définissent l'objet de la présente audience de la façon suivante. Premièrement, la chambre préliminaire doit s'assurer que la personne ayant fait l'objet du mandat d'arrêt a été informée des crimes qui lui sont reprochés. Deuxièmement, que la chambre préliminaire doit s'assurer que cette personne a été informée de ses droits tels que garantis par le statut. Et enfin, la chambre préliminaire doit fixer une date à laquelle elle a l'intention de tenir une audience relative à la confirmation des charges. Par conséquent, la Chambre va aborder de manière consécutive les 3 questions faisant l'objet de l'audience d'aujourd'hui. Premièrement, mes collègues et moi avons besoin de savoir comment cela est exigé par l'article 60 du statut de Rome, si vous avez été informé des crimes qui vous sont reprochés. Monsieur Gbagbo, s'il vous plaît. Oui, madame. J'ai été informé. Est-ce que vous souhaitez qu'on vous relise les crimes qui vous sont reprochés dans le mandat d'arrêt? Je pense que ce n'est pas nécessaire, madame. Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Monsieur Gbagbo, la Chambre doit aussi s'assurer que vous avez été informé de l'ensemble de vos droits tels qu'ils sont accordés par le statut de Rome, notamment à l'article 67.
Est-ce que vous avez été informé de vos droits? Oui, madame. Je vous remercie. De toute façon, vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. De toute façon, je voudrais récapituler certains de ces droits qui sont d'une importance particulière à ce stade de la procédure. Je vais rappeler que vous avez, entre autres, les droits suivants. Vous avez le droit à être informé dans le plus court délai et de façon détaillée de la nature, de la cause et de la teneur des charges dans une langue que vous comprenez et parlez parfaitement. Vous pouvez également disposer de l'assistance gratuite d'un interprète, si jamais il y en a besoin, et bénéficier des traductions nécessaires pour satisfaire aux exigences de l'équité. Vous avez le droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de votre défense et communiquer librement et confidentiellement avec le conseil de votre choix. Vous avez le droit de garder silence et vous ne pouvez pas être forcé de témoigner contre vous-même ou de vous avouer coupable. Vous pouvez également faire des déclarations dans le cadre de votre défense sans que cela se fasse sous serment. Et finalement, je ne vais être pas exhaustive, hein, c'est quelques de vos droits. Outre toute autre communication prévue par le statut, les procureurs doivent vous communiquer, dès que cela est possible, les éléments de preuve en sa possession ou à sa disposition qui vous disculpent ou qui tentent à vous disculper ou à atténuer votre culpabilité ou qui pourraient entamer la crédibilité des éléments de preuve à charge. Monsieur Gbagbo, je m'adresse à vous une nouvelle fois pour savoir si vous avez des observations à formuler sur les conditions de votre remise à la Cour pénale internationale ainsi que sur les conditions de votre détention au siège de la Cour à La Haye depuis votre arrivée. Madame, les conditions de ma détention à la Cour ici, à la Cour à La Haye, sont correctes. Ce sont les conditions normales de détention d'un être humain. Voilà. Mais c'est mes conditions d'arrestation qui le sont moins. J'ai été arrêté le 11 avril 2011 sous les bombes françaises. Président de la République, la résidence du président de la République a été bombardée du 31 mars au 11 avril. Et c'est dans ces décombres-là, le 11 avril, pendant qu'on bombardait la résidence qui était déjà à terre, nous, on s'est cachés dans les trous de la résidence et une cinquantaine de chars français encerclaient la résidence pendant que les hélicoptères bombardaient. C'est dans ces conditions-là que j'ai été arrêté. J'ai vu devant moi mourir mon ministre de l'Intérieur, Tagro. J'ai vu mon fils aîné, qui est encore détenu en Côte d'Ivoire. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi on l'a arrêté. C'est peut-être parce qu'il est mon fils.
Je l'ai vu battu. J'ai vu mon médecin personnel qui était avec moi, le docteur Blé, qui est encore à Korogo. Je l'ai vu battu, j'ai cru même qu'il allait mourir, mais Dieu merci, il n'est pas mort. Mais Tagro a eu moins de chance, le ministre de l'Intérieur. C'est dans ces conditions que ça s'est fait. Bon, je ne vais pas continuer parce qu'on n'est pas dans le procès, mais je veux dire, les conditions de l'arrestation sont celles-là. C'est l'armée française qui a fait le travail. Et elle nous a remis aux forces de Alassane Ouattara, qui n'étaient pas encore les forces régulières de Côte d'Ivoire, puisque les forces régulières travaillaient avec moi. On nous a donc amenés à l'hôtel de Golfe, qui était le siège de campagne et le siège d'Alassane Ouattara, le 11 avril. Et le 13, l'ONUCI m'a transféré, enfin nous a transféré, moi et mon médecin personnel, nous a transféré à Korogo, à peu près à 600 km au nord de la Côte d'Ivoire. J'étais logé dans une maison. J'avais un lit, un moustiquaire, une douche, donc la salle, j'avais 2 repas par jour à ma demande, parce qu'on m'avait proposé 3. Généralement, je ne mange pas 3 repas par jour, j'en mange que 2. Donc, le problème n'était pas là. Mais je ne voyais pas le soleil. Je ne savais ce qui se passe dans le ciel que quand il pleuvait sur le toit. Je ne voyais pas le soleil. J'ai vu, les quelques rares fois où j'ai vu le soleil, que quand mes avocats sont venus, et ils sont venus à cause des difficultés, rarement même Maître Altit est allé jusqu'à Korogo, il a fait 2 jours, on l'a empêché de me rencontrer. Et ça a été tout le temps comme ça, une bataille entre les avocats et mes geôliers pour que je puisse voir. Alors, c'est pas... Je pense que ça, ce n'était pas correct. Bon, là aussi, je vais m'arrêter parce que c'est pas une séance pour apitoyer les gens. Hein. J'essaie de décrire ce qu'il y a à dire. L'enfermement, sans pouvoir marcher, sans pouvoir voir le ciel, sans pouvoir sortir, a fait que j'ai eu de nouvelles pathologies, en plus de celles que j'avais déjà. Et je ne suis plus un jeune homme, comme vous le voyez, madame. Je ne suis plus un jeune de 20 ans ni de 30 ans. J'ai aujourd'hui 66 ans. Donc, aujourd'hui, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal à tous les poignets, j'ai mal Ici même, quand je suis arrivé, heureusement, on m'a fait des radios, on me donne des médicaments. Donc, voilà ce que je souhaitais dire. Sur mon transfert à La Haye, madame, moi, je suis toujours surpris par certains comportements. Si on me dit, Gbagbo, tu vas aller à La Haye, je monte dans l'avion, je viens à La Haye. Mais là encore, on nous a trompés. On m'a appelé, on me dit que je vais rencontrer un magistrat à Korogo dans le cadre de je ne sais plus quelle affaire. On a attiré mes avocats là-bas. Et pendant qu'on discutait, le juge d'application des peines est arrivé avec un papier.
que je n'ai d'ailleurs pas lu. Voilà le mandat d'arrêt. Donc, immédiatement, il faut qu'on fasse une séance. Ils ont improvisé là, alors que mes avocats n'étaient pas préparés à ça. Alors que moi-même, je n'étais pas préparé à ça. Ils ont improvisé là une séance de jugement pour que la Cour donne son autorisation à mon enfermement. Madame, je ne regrette pas d'être là, je suis là, on va aller jusqu'au bout. Mais je veux dire qu'on peut faire les choses de façon plus normale. On n'a pas besoin de se cacher. On n'a pas besoin de... j'ai dirigé ce pays pendant 10 ans, je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça. Et quand cette séance volée s'est achevée, mon jury m'a pris dans la voiture pour me ramener à mon lieu de détention. Et puis à un moment, je vois qu'on dépasse le lieu de détention. Alors je lui dis, mais on a dépassé l'endroit. Il me dit, non, on va à l'aéroport parce que l'aéroport n'était pas éclairé. À partir de 18h30, il faut que l'avion s'envole. J'ai dit, je vais où? En avion. Il n'a même pas eu le courage de me dire, vous allez à La Haye. Il me dit, vous allez à Abidjan. Alors j'ai ri, parce que j'avais compris. Mais c'est comme ça, je suis venu sans rien. Sauf avec mon pantalon et ma chemise. Sans rien. Du tout. Donc je signale cela pour que vous puissiez prendre des précautions pour que prochainement, dans d'autres pays, dans d'autres cas, cela ne se répète plus parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça fait croire qu'il y a des gens qui sont de mauvaise volonté, qui n'ont pas envie de comparaître. Si on m'accuse, c'est qu'on a des éléments de preuve pour m'accuser. Donc, je comparais, je vais voir ces éléments de preuve, je vais les confronter à ma vérité, à moi, et puis vous jugerez. Mais ce n'est pas bon qu'on essaie de jouer des petits tours de passe-passe. Madame, voilà ce que je voulais vous dire sur mes conditions d'arrestation, de transport, de transfert et de vie ici. Ici, bon, on vit normalement. Hein. Ici, il n'y a pas de... Ici, je n'ai pas de problème. Ici, je n'ai pas de problème. Voilà. Voilà, madame. Merci. Bon, la Chambre étant maintenant satisfaite que M. Gbagbo était informé des crimes retenus contre lui et des droits qui lui reconnaissent le statut, nous allons à présent fixer la date de l'audience de confirmation des charges. C'est le troisième point qui figure à notre ordre du jour, conformément à la règle 121.1. La Chambre doit bien sûr donner suffisamment de temps pour que les parties puissent se préparer et participer efficacement à l'audience de confirmation des charges. En tenant compte de l'expérience préalable de cette Cour dans la matière, la Chambre a décidé de fixer la date du début de l'audience de confirmation des charges au 18 juin 2012.
Cette date peut être reportée en fonction de l'évolution de la procédure, d'office par la Chambre ou à la demande du procureur ou de la défense. Mais la Chambre espère que ça ne sera pas le cas et que le délai fixé sera suffisant pour assurer la divulgation des éléments de preuve et des pièces, ainsi que pour permettre aux parties de se préparer utilement pour cette audience. Je voudrais aussi ajouter que la règle 121, paragraphe 2 du règlement des procédures et preuves stipule que la Chambre doit tenir des conférences de mise en état pour que l'échange d'informations, c'est-à-dire la divulgation des éléments de preuve, se déroule dans de bonnes conditions. Et pour ce faire, un juge de la Chambre préliminaire doit être désigné pour organiser ces conférences. Par conséquent, la Chambre décide ce qui suit. Je vais lire la décision de la Chambre. C'est que la juge Sylvia Fernandez de Gurmandi est désignée comme juge unique dans la présente affaire pour toute question relevant de la compétence du juge unique en application de l'article 57, paragraphe 2 du statut, y compris la divulgation des éléments de preuve. Et je voudrais vous annoncer que j'ai l'intention d'y convoquer une première conférence de mise en état pour la divulgation dans les jours qui viennent. Et je vais fixer la date en consultation avec les parties. Et maintenant, je voudrais vous donner la parole pour savoir si vous avez des observations sur la date fixée par la Chambre ou d'autres questions d'organisation que je viens de soulever. Et je m'adresse d'abord à Monsieur le procureur. Your Honor, the prosecution had no observations on the date. La date. Je vous remercie. Maître Altit. Madame le Président, la défense n'a pas d'observation sur la date. Je vous remercie. Alors, s'il n'y a pas d'autres observations, nous sommes arrivés au terme de l'audience des premières comparutions de l'affaire. Je voudrais saisir cette occasion pour vous remercier tous, et incluant les interprètes et nos sténotypistes. Et je voudrais demander aux agents de sécurité d'attendre la sortie des juges avant qu'ils n'escortent M. Gbagbo en dehors du prétoire. L'audience est levée. All rise. Veuillez vous lever. Voilà pour cette audience menée par la juge présidente Sylvia Fernandez de Gurmandi, qui a mentionné la date de la prochaine audience. Ça sera l'audience de confirmation des charges, vous l'avez entendu, 18 juin 2012. Pas d'objection du côté du procureur, ni du côté des avocats de Laurent Gbagbo. Première comparution de Laurent Gbagbo. Nous sommes en ligne avec Noël Djé. Bonjour, vous êtes le substitut du procureur d'Abidjan. Laurent Gbagbo s'est dit choqué par la surprise, par la brutalité de son enlèvement de la Côte d'Ivoire tout récemment. C'était les mots de son avocat vers la Cour pénale internationale. Pouvez-vous nous dire dans quelles conditions s'est déroulé le transfert de l'ex-président ivoirien? Merci monsieur pour la question. Nous voulons préciser tout simplement que les autorités ivoiriennes sont rentrées en possession du mandat d'arrêt émise par les autorités de la Cour pénale internationale. Et l'autorité compétente en la matière en Côte d'Ivoire est le procureur de la République en charge de l'affaire. Et le procureur a notifié le mandat d'arrêt à l'intéressé et a vérifié son identité. Ces actes ont été accomplis le mardi 29 novembre 2011 entre 13h35 et 14h. Par la suite, le dossier de la procédure est transmis au procureur général qui procède à son tour à un interrogatoire de comparution. Et enfin, le procureur général saisit la juridiction nationale compétente en matière d'extradition, qui en Côte d'Ivoire est la chambre d'accusation. Celle-ci s'est réunie au palais de justice de Korogo, où elle a rendu le 29 novembre 2011 à 18h un arrêt autorisant le transfèrement de M. Laurent Gbagbo.
Voilà. Pourquoi ce n'est pas la justice ivoirienne qui juge Laurent Gbagbo? Non, à ce niveau, il faut être précis. Vous voyez, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, il est à souligner que, n'ayant pas ratifié le traité de Rome, elle n'était pas dans l'obligation d'incorporer dans sa législation pénale les nouvelles infractions prévues par le dit statut qui constitue aux yeux de la communauté internationale les infractions les plus graves. Et voyez-vous, pour pallier à cette insuffisance, lorsque des graves événements surviennent dans le pays, les autorités ivoiriennes appellent la Cour pénale internationale à la rescousse. Ainsi, déjà le 18 avril 2003, sous la présidence de M. Laurent Gbagbo, le gouvernement, par le biais du ministre des Affaires étrangères d'alors, faisait une déclaration de reconnaissance de la Cour pénale internationale pour les faits relatifs à la crise déclenchée dans la nuit du 18 au 19 septembre 2002. Le 14 décembre 2010, le président de la République actuelle, M. Alassane Ouattara, confirmait la déclaration de reconnaissance de la compétence de la Cour pénale internationale. Vous voyez, le 4 mai 2011, le président de la République a adressé donc une correspondance au procureur près la Cour pénale internationale pour lui demander d'ouvrir une enquête indépendante sur les crimes les plus graves qui auraient été commis pendant la crise post-électorale. C'est comme ça que le 18 juin 2011, la Côte d'Ivoire et le bureau du procureur de la Cour pénale internationale ont signé un accord de coopération pour définir les modalités de leur collaboration dans le cadre de l'enquête sollicitée. C'est donc à la demande des autorités ivoiriennes que la Cour pénale internationale a autorisé l'ouverture de l'enquête qui a abouti à un mandat d'arrêt contre M. Laurent Gbagbo pour crime contre l'humanité. Merci. Noël Djé, substitut du procureur d'Abidjan, mis en cause par Laurent Gbagbo et ses avocats qui estiment que l'arrestation, le transfert de son pays vers La Haye est irrégulier. Gauthier Rybinski, on retiendra bien sûr l'intervention, la prise de parole de Laurent Gbagbo, premier chef d'État à comparaître devant la Cour pénale internationale. On retiendra son intervention sur les conditions de son arrestation, les conditions de son transfert. D'abord l'arrestation, il a évoqué le 11 avril 2011, arrestation sous les bombes françaises. Oui, et c'est ça qui est important, c'est que politiquement, même si on n'est pas encore dans une audience de confirmation des charges, et il y a déjà un élément politique très important qui sort de la bouche de Laurent Gbagbo, c'est que pour lui, son arrestation remonte au 11 avril, c'est-à-dire le jour où effectivement il est découvert dans les ruines de son palais, et à partir de là, ensuite il sera transféré à Korogo. Mais il le dit et il le souligne à plusieurs reprises, à la suite de bombardements français, à la suite de menaces ou de menées de chars français qui entouraient sa résidence, et il conclut d'ailleurs ce passage en disant, je cite, c'est l'armée française qui a effectué le travail. Et là c'est important parce qu'il y a déjà une prise de position avant même que lui soit signifié clairement les charges qui pèsent contre lui. On lui a signifié, il a dit qu'il les avait comprises, mais on n'a pas été sur le fond dans cette audience préliminaire. Avant même qu'on aborde le fond, eh bien il y a déjà un élément politique important qui est celui qui consiste à souligner le rôle supposé ou réel attribué à l'armée française au moment donc de l'installation du président Alassane Ouattara. Adama Diobandé, merci d'être toujours avec nous. On l'a entendu tout à l'heure, Toussaint Allain, le conseiller de Laurent Gbagbo, a qualifié sa comparution d'erreur judiciaire et de tromperie. Quelle est votre réaction ? Je ne vais pas répondre à M. Alain Toussaint. L'ex-président Laurent Gbagbo vient de le désavouer. Il a dit qu'il est bien à La Haye, qu'il est bien, il est content d'être à La Haye. Donc, je ne vais pas rentrer dans la polémique. Content d'être à La Haye, vous l'interprétez peut-être ? Oui, il a dit, tout le monde a entendu, il est bien traité. Les conditions de détention à La Haye étaient correctes. Les conditions sont correctes. Il est bien, il est soigné. Il a souligné. Et M. Gbagbo peut se sentir heureux. L'exemple récent, c'est M. Kadhafi. Tout le monde entier a vu comment Kadhafi a été tué, massacré. Le souci du président actuel, Alassane Ouattara, était de préserver la vie de M. Gbagbo Laurent. Mais en écoutant M. Gbagbo, il oublie
qu'il a fait un déni de démocratie, il a usurpé le pouvoir et qui a fait plus de 3000 morts. Il oublie ça. Et quand il veut se déchausser sur la France n'a pas bombardé son palais. La France, l'ONU a demandé à la France d'intervenir parce qu'il était en train de massacrer sa propre population. Et c'est pour cela qu'il est devant la Cour internationale. Aujourd'hui, M. Gbagbo semble amnésique. Il ne sait pas ce qu'on lui reproche. Il oublie qu'il a usurpé le pouvoir, qu'il a fait massacrer ses propres citoyens, qu'il a accumulé des armes de guerre au palais de la présidence. On verra ce qui lui est reproché le 18 juin. Et je pense que le procureur, la Cour pénale internationale, a suffisamment de preuves pour lui montrer qu'il est un criminel. Il n'est plus président de la République. C'est un criminel qui se trouve devant la Cour internationale. Justement, Gauthier Rybinski, ces éléments qui pourraient nourrir ces charges contre, quels sont-ils, ces éléments? Et ces éléments sont des éléments qui on rappelle qu'il est pour l'instant soupçonné. Soupçonné, alors effectivement, pas accusé. C'est l'audience du 18 juin que vous mentionniez tout à l'heure et que la juge a mentionné, qui sera chargée, cette audience, de préciser effectivement les charges retenues contre Laurent Gbagbo, c'est-à-dire les charges de crimes contre l'humanité. Là où il y a un problème, on va dire, à la fois de procédure et de fond, c'est que ces charges ne concernent que la période entre l'élection présidentielle de 2010 et l'arrestation de Laurent Gbagbo à laquelle il a fait allusion au mois d'avril 2011. Or, il est évident que depuis des années, depuis même les toutes premières années de Laurent Gbagbo au pouvoir, et on pense notamment à 2002, il y a eu déjà des soupçons, des preuves qui ont été accumulées contre lui, mais qui n'ont pas pu être utilisées, notamment pour des exactions commises contre la population civile. Et ça, c'est toute l'ambiguïté de cette procédure qui, bien sûr, va avoir à juger quelque chose de gravissime, mais qui ne concerne qu'une toute petite partie du règne, si on peut l'appeler ainsi, de Laurent Gbagbo. Des élections législatives sont prévues le 11 décembre en Côte d'Ivoire. Le camp Gbagbo a annoncé qu'elle les boycotterait. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour la démocratie, vous qui la défendez dans votre pays, et pour un retour des tensions? Pas du tout. Il y a des conseillers français de M. Laurent Gbagbo qui avaient prévu que si Gbagbo quittait le pouvoir, la Côte d'Ivoire allait s'embraser. Mais aujourd'hui, notre pays est en marche. Gbagbo a été transféré à La Haye. Il n'y a pas eu de problème. Les élections vont se faire et je prédis que même dans la région des naissances de M. Gbagbo à Gagnoa, les gens iront voter tranquillement. Aujourd'hui, le FPI avait la chance de faire marcher la démocratie en Côte d'Ivoire si M. Gbagbo se retirait d'une manière correcte. Il allait avoir un débat. Aujourd'hui, ils ont fait le choix de ne pas aller aux élections. Mais la Côte d'Ivoire tournera sans le FPI et la démocratie sera en marche sans M. Laurent Gbagbo, qui a fait un déni de démocratie. Est-ce que vous pensez que cette opinion du parti de Laurent Gbagbo tient à l'arrestation, c'est-à-dire au transfert qu'il vient de subir à La Haye, ou simplement au fait qu'il était déjà détenu en Côte d'Ivoire? Je veux dire par là, s'il n'avait pas été détenu en Côte d'Ivoire, est-ce que vous pensez que son parti aurait joué le jeu des élections? De toute façon, ce parti a joué toujours avec la politique. Leur ambition, c'était de retarder les élections au maximum, marchander avec la réconciliation. C'était leur plan. Donc, si le parti se dit « je suis pris aujourd'hui », ils savaient très bien que Laurent Gbagbo finirait à La Haye. Le président n'a jamais fait mystère. Bien avant
l'ancien président de la République, M. Kona Bédié, avait mis en garde Laurent Gbagbo. Et 2 jours avant le transfert de M. Gbagbo à La Haye, les SMS circulaient. Si vous recoupez les déclarations de M. Alain Toussaint, vous verrez qu'ils étaient parfaitement informés. Maintenant, le problème aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont plus d'arguments. Politiquement, ils seront effacés de la surface. Ce n'était pas le souhait du président de la République. Et je peux vous dire, il y a des indépendants aujourd'hui qui concourent à ces élections-là, qui participent à ces élections, qui viennent du FPI. Donc, ils vont battre campagne. Et puis, la Côte d'Ivoire va reprendre sa marche. On va retrouver tout de suite Cyril Vanier, notre envoyé spécial à La Haye. Cyril, vous avez suivi cette première audience de Laurent Gbagbo. Que retenez-vous de l'audience de comparution initiale ? Tout d'abord, je retiens 2 choses principalement, mais ce qui était le plus frappant, je pense que ce que beaucoup d'Ivoiriens attendaient de voir également, c'était l'attitude, le comportement qu'adopterait Laurent Gbagbo. On a vu un exemple de ces talents d'orateur public, de tribun, qui ont fait de lui une figure centrale de la période de la politique ivoirienne et un politicien aimé d'une partie tout à fait conséquente de la population ivoirienne. Il a parlé calmement, il a parlé posément, il semblait sûr de lui, sûr de son fait, sûr de ses propos. À plusieurs reprises, on l'a même vu sourire. Il s'est permis plusieurs traits d'humour. Il semblait tout à fait serein. Et c'est vrai qu'on se demandait quelle serait l'attitude de l'ancien président de la Côte d'Ivoire que son avocat décrivait comme étant sous le choc, mais combatif. Eh bien, aujourd'hui, il a paru plus combatif que sous le choc. Et puis, deuxième élément à retenir, il a utilisé la plateforme qui lui était donnée aujourd'hui, parce qu'il savait très bien que tous les médias, toutes les caméras étaient braquées sur lui, étaient pendues à ses moindres paroles. Il a utilisé donc cette plateforme qui lui était donnée à nouveau pour attaquer la France, dont il dit que ce sont les chars de l'armée française, une 50aine de chars, qui l'ont entouré dans les derniers jours avant sa capture. Et il a bien expliqué que c'était des hélicoptères français qui ont bombardé la résidence dans laquelle il se trouvait, que c'était l'armée française. Ce sont toujours les propos de Laurent Gbagbo lui-même qui l'avait remis aux mains des forces pro-Ouattara. Et donc c'est un discours connu dans la bouche de Laurent Gbagbo, puisque dans les mois qui ont suivi la crise post-électorale, il n'a eu de cesse de remettre en cause le rôle de la France, d'accuser la France d'intervention, d'interventionnisme dans les affaires ivoiriennes. Et donc c'est quelque chose qu'il a à nouveau répété pendant cette comparution. Cyril Vanier en direct de La Haye. Merci Cyril. Une dernière question à Adama Diomandé. Pourquoi le procès n'a pas lieu en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est pas un risque pour la démocratie? Est-ce que ça veut dire que la justice ivoirienne n'est pas sereine, n'est pas capable de juger le cas Gbagbo en premier? Nous venons de 10 ans de désordre. Et puis l'ancien président Laurent Gbagbo n'a pas mis les conditions idéales pour une justice sereine en Côte d'Ivoire. Mais c'est Alassane Ouattara maintenant qui est au pouvoir. Oui, mais ça fait que 7 mois qu'il exerce réellement le pouvoir présidentiel. Et aujourd'hui, les Africains, moi je n'ai aucune honte qu'un Africain soit jugé à La Haye. Parce que l'Afrique n'a pas les conditions réelles de justice pour juger un président qui a fait massacrer sa population. Le cas d'Hissène Habré est là, ça fait 20 ans qu'il est au Sénégal, qu'il n'a pas pu être jugé. Donc, le fait que l'ancien président Laurent Gbagbo soit le premier président jugé à La Haye, qu'il soit africain, noir, ne me pose pas de problème. Il est là en tant qu'un criminel, un président qui a fait massacrer sa population. Merci Adama Diomandé, merci Gauthier. Adama Diomandé, président de l'Association ivoirienne pour la défense de la démocratie et des libertés. L'actualité de ce lundi marquée également par une série d'élections